Et on en connaît quelques-uns quand même. On est à la lettre C, et ça c'est Sébastien qui va nous parler de ça. C'est la mort prochaine d'une marque bien connue, parce que ça arrive. Je vous parle pas de Kodak ou d'IBM, non, je vous parle de Tesla. La mort de Tesla a Et été oui. annoncée. C'est dingue. Oui, non, mais ce qu'il y a de plus dingue surtout, c'est que... Oui, c'est ça. Et, non, mais ce qu'il y a de plus dingue, c'est que la mort de Tesla a été annoncée pour la 17e fois, en fait. Ouais. C'est comme tout... Voilà. Et en l'occurrence, elle a été annoncée pour la 17e fois par la même personne. J'ai nommé le célèbre Robert Lutz, Bob Lutz, dont certains se souviendront peut-être comme étant un ancien directeur de General Motors. Qui, en répondant à des journalistes récemment par rapport au cours de Tesla qui était un petit peu en baisse, et puis en plus il y a une enquête fédérale qui a été ouverte contre Tesla suite à la, on va dire à la maladresse du tweet où Elon Musk annonçait qu'ils allaient sortir de Tesla des marchés financiers pour la passer en boîte privée. Et bon bref, donc lui il a carrément affirmé aux journalistes, pour là, encore une fois, 17e fois, hein, il n'est pas novice dans ce genre d'annonce, puisque c'est tous les ans, en fait. J'ai l'impression que ça va devenir un marronnier, tu sais, comme les cartables sont lourds à la rentrée, il se met à faire froid en hiver, et Bob Lutz annonce la fin de Tesla. Ça va être les marronniers qui vont revenir régulièrement. Ça va pas arranger les affaires de Mark, j'allais dire de Mark Zuckerberg, je les mélange maintenant, non, d'Elon Musk, on l'a dit il y a 2 semaines, il était une petite déprime quand même ces derniers temps, hein, il balance des trucs comme ça un petit peu à tort à travers. Et moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que clairement, ces gens-là, enfin, comme des gens comme Bob Lutz, profitent un petit peu de leur influence et de leur autorité sur le marché. C'est ni plus ni moins que de la manipulation de marché, hein, pour faire simple. Il a toujours des implications fortes avec le marché traditionnel des véhicules, on va dire normaux, avec des moteurs à explosion, avec de l'essence qui brûle, tout ça. Et donc, fatalement, il a des intérêts là-dedans et il n'est pas complètement neutre. Là, pour le coup, c'est une forme de pollution. C'est une forme de pollution, mais de pollution intellectuelle, quoi. C'est là, pour ça, c'est comme méthode Coué. C'est à force de le dire, on finit par se convaincre et de convaincre les. Exactement. Ouais. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'il va quand même assez loin dans ses affirmations. Il va quand même jusqu'à dire que Tesla n'a strictement aucun avantage, ni technologique, ni logiciel, ni innovation par rapport à aucun de ses concurrents, et que de toute façon, Mercedes, BMW, Audi vont tous lancer des véhicules électriques qui vont gagner largement le marché par rapport à Tesla. Alors, au passage, il s'appuyait sur l'annonce récente de Audi qui a montré les premiers exemplaires de sa e-tron. De sa crotte, e-tron. Oui, parce que le nom, en tout cas, enfin pour le monde francophone est quand même super mal choisi, quoi. Hein. On le dit depuis qu'on connaît le nom, c'est-à-dire depuis plus de 5 ans. Je pense qu'on sait que ça va s'appeler e-tron, donc e-tron en français. e-tron, oui, pourquoi pas, mais franchement, hein. Non, mais voilà. Et là, en plus, le véhicule est clairement décevant en termes de performance. Il sera encore en dessous des véhicules de Tesla. Et donc, il aura une accélération plus faible, une autonomie légèrement plus faible, un poids plus lourd. C'est une familiale, je crois. Et tout ça, c'est un gros SUV, ouais. Ouais, donc, finalement, c'est un calibre. Mais ceci dit, mais c'est surtout, une voiture chère, hein, quand même. On est dans les 80 000 euros. Alors, ça, c'est un autre truc, c'est qu'en plus, l'argument de Bob Lutz, c'est de dire les constructeurs classiques vont pouvoir se permettre de vendre ces véhicules électriques à perte, puisqu'ils pourront se rattraper sur les véhicules traditionnels. Ce que Tesla ne pourra pas faire, évidemment, puisqu'ils n'ont pas de véhicules traditionnels. Mais c'est complètement foireux comme argumentation. Enfin, à côté de ça, Tesla, ils ont d'autres activités aussi, et d'un autre côté, Tesla, ils sont en train de faire des économies d'échelle gigantesques sur leurs batteries avec leur Gigafactory, et ça m'étonnerait pas que les constructeurs traditionnels, ils rachètent des batteries à Tesla parce que ça leur coûtera moins cher que de les fabriquer eux-mêmes. Il y a des chances, oui. Il y a quand même des réseaux maintenant, Renault par exemple, qui loue les batteries, hein, je pense, sur leurs véhicules. Ils commencent à avoir une certaine expertise dans le domaine aussi. Est-ce que ce serait pas là la solution? Je fais une petite digression par rapport au sujet, mais justement par rapport à la voiture électrique, quand on voit l'idée même de louer des batteries et donc de pouvoir changer de technologie en cours de route, sur base du même véhicule, proposer une batterie peut-être plus performante après une certaine échéance, ça fait partie aussi des démarches que n'a pas eu Tesla pour le coup, hein, jusqu'à présent en tout cas. Donc chacun un petit peu apporte sa pierre à l'édifice, j'ai envie de dire.
Alors, je crois pas qu'effectivement il soit possible à l'heure actuelle de louer une batterie de Tesla. Par contre, ils ont déjà fait des remplacements. C'est-à-dire Mhm. que sur les premiers Roadster, par exemple, ils avaient déjà fait une campagne où, moyennant finance, tu pouvais juste faire remplacer ta batterie par une nouvelle technologie, enfin par les toutes dernières générations, ce qui te permettait d'avoir une batterie beaucoup plus performante avec une Mhm. autonomie supérieure. Donc, bon, évidemment, après, ça dépend des modèles économiques de chacun et de voir, enfin, on peut pas comparer une Renault Zoé avec une Model S, quoi. On n'est Non, pas du tout d'accord. dans les mêmes catégories, mais et ni dans les mêmes consommations en termes de puissance et tout ça. Donc, mais là, moi, ce qui me fait hurler de rire, c'est surtout le vieux dinosaure qui résiste et qui s'accroche à son ancien monde, surtout quand on sait que il critique la gestion de Tesla et Ouais. il leur prédit leur mort. Je rappelle au passage qu'en 2009, celle qui est morte, c'est GM. Oui, General c'est fou. Motors avait déposé le bilan, avait fait Ouais. banqueroute. Ouais. Hein, c'est pas Tesla. Tesla existait déjà à l'époque. Et je rappelle aussi au passage que la société qui avait annulé un projet de véhicule électrique, la EV1, dans les années 90, alors qu'elle fonctionnait très bien, qui avait détruit tous les véhicules, probablement sous pression des lobbies du pétrole, Mhm. c'était GM. Et tous les ingénieurs, enfin la plupart des ingénieurs du projet avaient créé quelle boîte? Tesla, et Ah oui, oui, le voilà. retour en arrière. Donc voilà, donc c'est un peu comique, moi je trouve, ces annonces gratuites, mais qui en même temps essayent de manipuler le marché. Et Ouais. effectivement, comme tu dis, il doit en faire des cauchemars la nuit, Elon Musk, même si pour le coup, il faut aller voir, on a mis en lien dans le blog post, hein, comme d'habitude, Ouais. toutes les ressources intéressantes. J'ai mis le tweet, enfin le tweet stream du reportage de CNBC avec tous les tweets, avec les mimes derrière qui Ouais. sont hilarants. Et ce tweet stream a été retweeté par Elon Musk lui-même, qui ne manque Ouais. pas d'humour. Oui, Donc, oui, non, bah c'est ça intéressant. évidemment. Mais c'est difficile d'appliquer une ligne de conduite et une ligne de défense par rapport à des attaques aussi régulières dans le temps que c'est là. On finit par se fatiguer de répondre à ces gens-là et de se dire finalement c'est le temps qui va parler, quoi. C'est sur la durée Exactement. qu'on va avoir des résultats. Et c'est vrai qu'on est sur ce sujet-là et souvent sur des sujets technologiques de pointe ou des nouvelles avancées, etc. On a une période charnière sans doute, où pour beaucoup de gens, quand on leur parle de voiture électrique, c'est Tesla, et c'est donc très cher. Et ça, il va falloir faire évangéliser les gens et faire avancer un peu les idées, et dire finalement, c'est peut-être pas si cher que ça. Ça, ce sont des voitures évidemment, mais c'est des laboratoires aussi, hein, industriels, qui permettent de faire avancer le schmilblick, comme j'ai envie de dire. Hein. Je sais pas si... Et surtout que Ouais, Surtout que ça a toujours été la stratégie de Tesla d'aboutir à une voiture plus grand public. Mais ouais, pour ça, il faut faire des économies d'échelle, il faut faire avancer bien sûr. le progrès. Et donc, c'est justement avec des itérations successives comme ça Oui. qu'on va arriver Et, à des voitures plus abordables. et le développement des batteries qui deviennent aussi des batteries domestiques, etc. Et des parcs de batteries pour apporter de l'énergie là où il n'y en a pas. Enfin voilà, tout ça c'est fait pour faire baisser effectivement les coûts et pour avoir un plus gros volume de production. Donc on va y arriver. Il faut une question de temps, c'est tout. Il ne faut pas s'énerver. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavier qui est très voiture pour l'instant. Je suis méchant. Donc, est-ce que tu serais prêt à passer à l'électrique moyennant une Alors, petite aide financière ou voilà ou l'aide d'un j'avoue que ça jugement fait partie des réflexions que j'ai eues. Oui, J'ai d'abord réfléchi à l'hybride, mais en fait, étant donné que moi je fais beaucoup plus d'autoroutes, oui, d'après ce que j'ai lu, je suis pas un expert en la matière, mais d'après ce que j'ai lu, l'hybride n'est pas du tout avantageuse dans mon cas. Ça s'adresse plus aux personnes qui font de la ville, donc des trajets en ville courts et pas sur des longues distances. Et dans mon cas, donc ça c'est exclu. Et les véhicules électriques, le problème actuellement pour moi, étant donné que j'ai quand même une fonctionnalité encore pas mal de commercial, etc. dans mon entreprise, je suis beaucoup sur la route et mhm, parfois pour des trajets importants, avec parfois plusieurs étapes sur une même journée. Et donc l'autonomie actuelle est quand même un souci, étant donné que les points de recharge ne sont quand même pas encore disponibles partout. Ça demanderait, je dis pas que c'est impossible, mais ça demanderait une organisation qui n'est vraiment pas encore évidente à l'heure actuelle. mhm. Les points de recharge, là aussi, c'est un incitant. Hein. Je voyais une illustration sur Twitter, justement, j'aurais dû la prendre, tiens, pour vous la mettre ici. C'est quelqu'un dans une rue parisienne qui avait tiré une rallonge depuis le 4e étage, depuis son appartement, une longue rallonge jusqu'à sa voiture, pour faire recharger sa petite voiture, une Zoé, je pense, ou un modèle, en tout cas, urbain. Je pense que l'électrique a plus ses chances, pour l'instant, en tout cas, de se développer au niveau des grandes villes. Hein. Non, Ouais, ouais, c'est clairement. l'impression. Hein. J'ai regardé aussi pas mal
les véhicules au CNG, donc le gaz naturel Oui. compressé. Mais là aussi, il y a assez peu de points disponibles, même s'il il y en a. Mhm. Économiquement parlant, là, ce serait par contre très intéressant, mais il y a encore assez peu de points de distribution et assez peu de modèles. Ouais. Il y a quelques marques qui vont sortir des modèles intéressants, mais il faut attendre encore un ou 2 ans. Bon, évidemment, on dit il y a peu de points de rechargement, et si en plus de ça, ils sont squattés par des gens qui n'ont rien à y faire. Je trouvais cette image juste géniale parce que ça illustrait le point comme quoi Alors, Tesla n'avait aucun avantage technologique. Il faut Donc, l'expliquer pour ceux qui n'ont pas l'image, voilà. donc on voit une Nissan Leaf qui essaye désespérément de se brancher sur une Tesla Supercharger. Évidemment, ça marche pas très bien et ça illustre bien l'avantage technologique que si Tesla a, parce qu'ils ont commencé à déployer un réseau électrique, un réseau de points de recharge rapide, qui est de loin un des plus avancés, en tout cas aux États-Unis, par rapport à n'importe quel autre en termes de puissance de charge fois le nombre de points. Et moi, je trouve que c'est justement ça qui est intéressant avec les voitures électriques, c'est que même si une prise domestique est assez faiblarde en termes de puissance, ben, il y en a partout. Je veux dire, on peut se brancher littéralement partout. Alors que n'importe quelle autre source d'énergie, que ce soit du CNG, du GPL ou de l'essence, il vous faut une station, il n'y a pas un moyen. Ceci étant dit, même une prise classique, entre guillemets, il faut des fois se méfier, c'est pas toujours opérationnel, on va dire. On en avait parlé. Il faut que ce soit triphasé. Ouais, c'est ça, il faut du triphasé, ou alors il faut un petit boîtier pour adapter le réseau. Effectivement, sur une prise domestique, tu en as pour 8 heures pour charger ta voiture, hein. Tu ne vas pas la charger en 1 heure, hein, soyons clairs, mais ça peut dépanner. Oui, Xavier. Les véhicules CNG ont encore quand même un avantage, c'est qu'ils ont souvent un petit réservoir essence classique d'appoint, et donc qui permet là, de faire le plein n'importe où, même si on n'a pas de... Donc voilà, ça fait partie des solutions que j'aurais privilégiées s'il y avait des modèles qui me plaisent. Et Après, il y a la voiture à ressort aussi, hein, vous savez, où il faut la remonter, et puis vite se jeter dessus. Et puis, tu recules pendant 2 km pour en faire 10 en avant. Par exemple. Ça pourrait être, tu vois, avec le volant inertiel, là, tu vois, on pourrait relancer cette idée-là peut-être un jour. Je sens que ce sujet, voiture électrique, on n'a pas fini d'en parler, hein, mais ça fait longtemps déjà qu'on en parle, en fait.